Nous allons en venir aux interventions des groupes. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à son président, Christian Jacob. Allez, ça s'est globalement bien passé, on va essayer de continuer. S'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Pour ceux qui veulent sortir, qu'ils le fassent rapidement, que l'orateur puisse intervenir dans de bonnes conditions. Bon, mes chers collègues, ça va. La parole est à Monsieur Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle a offert à la France des institutions et une constitution d'une solidité absolument extraordinaire. Une solidité qui a permis à notre pays de traverser de graves crises sans que jamais la conduite de l'État n'en souffre. Avez-vous conscience, Monsieur le Premier ministre, que si vous êtes là devant nous, ce n'est certainement ni grâce à la cohésion de votre majorité, ni grâce à vos talents personnels, mais par la grâce des institutions de la Ve République. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Là. Allez. S'il vous plaît. Écoutez, ça va, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Il faut que vous soyez maintenant les uns et les autres silencieux pour écouter Monsieur Jacob. Merci. La logique constitutionnelle veut qu'un chef de gouvernement ait deux légitimités, celle du président de la République et celle de sa majorité parlementaire. Il est arrivé que des premiers ministres ne possèdent que l'une des deux, mais jamais qu'il n'en ait aucune. Or, c'est bien la situation inédite, insolite et, pour tout dire, un peu pathétique dans laquelle vous êtes, Monsieur le Premier ministre. Nous ne doutons pas que vous aimez notre pays, que vous aimez l'État, que vous aimez la République et que, par conséquent, comme l'immense majorité des Français, vous avez un peu honte du spectacle délétère que la gauche de gouvernement donne depuis 15 jours à notre pays. Il est insupportable, parce que nous parlons de la France et de son image, que certains tentent de faire croire, comme vous avez tenté de le faire, à nos concitoyens que François Hollande a pris une décision aussi courageuse qu'élégante ou estimable. De qui se moque-t-on? Il a pris la seule décision qu'il pouvait prendre, celle de la fuite en rase campagne, celle de la reddition sans concession. En un mot, une démission pure et simple. Une démission sous les coups de butoir de son Premier ministre. Premier ministre, qu'il faut bien le dire, l'a trahi. Le président de la République, et on le comprend, ne pardonnera d'ailleurs pas à celui qui lui a donné le dernier coup de poignard. Pourriez-vous d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, m'affirmer que ça n'est pas la vérité? Non, et vous le savez très bien. François Hollande aurait pu être destitué pour bien d'autres raisons. Mais en dernier ressort, c'est son Premier ministre qui l'a destitué. Enivré, aveuglé même par l'image qu'il a de lui-même dans son beau miroir. Si je rappelle ces faits précis, bruts, presque tragiques, c'est pour mettre en lumière ce qui restera sans doute comme l'une des fautes majeures du président de la République et de votre majorité, avoir abîmé profondément nos institutions. Oui, Monsieur le Premier ministre, le spectacle affligeant de ces derniers jours a abîmé la République. Et il n'est que l'ultime acte d'un quinquennat de tous les échecs. Vous avez tenté, dans un exercice un peu désespéré, disons-le, de vous raccrocher à une déclaration de politique générale. Une déclaration de politique générale, à 5 mois de la fin de la partie, personne ne l'avait imaginé, ni même essayé. Vous n'avez pas reculé devant le ridicule, vous n'avez d'ailleurs trompé personne. Votre discours n'était évidemment pas une déclaration de politique générale. À certains égards, peut-être un discours d'adieu, parce que votre obsession maintenant,
c'est de vous racheter ou de tenter de repeindre un bilan qui n'est pas et ne sera jamais défendable. Ce quinquennat ne mérite aucune oraison. Il mérite qu'une critique sévère, implacable et cinglante. Un réquisitoire qui puise ses fondements dans le commencement même du quinquennat et pour être tout à fait précis dans ses préliminaires. Je sais, je comprends que cette critique vous blesse, comme la vérité blesse toujours. Votre quinquennat, Monsieur le Premier ministre, a commencé par un mensonge, celui de l'élection de François Hollande, qui a dupé les Français et bâti sa campagne sur des caricatures indignes. Car vous le voyez bien avec le recul et la lumière, c'est que votre exemple, le couple de l'exécutif entre 2007 et 2012 a tenu le cap de la première à la dernière seconde. Avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, parlons-en. Les institutions ont été respectées du premier au dernier jour. Cela n'a pas été le cas avec vous. De 2007 à 2012, notre majorité est restée unie, soudée et cohérente autour de son Premier ministre. Ça n'a jamais été le cas chez vous, jamais. Vient maintenant le moment de vous rafraîchir la mémoire, Monsieur le Premier ministre. Tout heureux que vous semblez être de loger pour quelques semaines à Matignon. Je vais vous rafraîchir la mémoire car vous êtes aussi responsable de ce bilan désastreux et de la Bérésina hollandaise. Vous avez été en charge des comptes publics avec le succès que l'on sait. Vous avez été en charge de la sécurité des Français, là aussi avec le succès que l'on sait. Qui est responsable de l'anarchie des nuits debout en plein état d'urgence? C'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui en êtes responsable. Qui est responsable des actes odieux de casseurs contre l'hôpital Necker? C'est vous encore, Monsieur le Premier ministre. Qui est le Premier ministre qui a dû subir des mouvements de désobéissance des policiers nationaux, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui? Qui, à peine nommé Premier ministre, a posé un genou à terre devant les zadistes de Notre-Dame-des-Landes? Qui a refusé toutes les propositions que nous avons faites pour bâtir une législation d'exception de lutte contre le terrorisme islamique? Qui, pour neutraliser les individus de retour du djihad, pour neutraliser les fichiers S les plus radicaux, pour que nos prisons cessent d'être des fabriques d'islam radical qu'elles sont devenues? C'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui êtes responsable de tout cela. Et nous continuons à penser que votre aveuglement est une faute, d'autant que vous savez mieux que quiconque l'intensité de la menace qui pèse sur la France. Il y a un domaine où votre responsabilité est moins engagée, c'est celui de l'échec économique et social des gouvernements Ayrault et Valls. Elle est certes moins engagée, mais vous n'êtes pas moins comptable de cet échec collectif. Et vous ne partirez pas par la petite porte, comme le Président de la République, sans rendre des comptes sur ce bilan. Ce bilan, c'est d'abord celui du chômage. 700 000 chômeurs de plus, un taux de chômage très supérieur à la moyenne de nos partenaires. Un chômage des jeunes qui touche un jeune sur 4 de moins de 25 ans. Vous aviez la jeunesse comme priorité et c'est peut-être votre principal échec. En sacrifiant l'apprentissage sur l'autel de votre idéologie, vous avez éloigné encore davantage de jeunes Français de l'emploi. Revenus au pouvoir, nous ferons de l'apprentissage une priorité. On ne peut continuer à envoyer des générations de jeunes dans le mur du chômage de masse, alors qu'avec l'apprentissage, avec un métier en main, un métier manuel et technique, on assure un taux de placement sans équivalent à nos entreprises, que ce soit dans les TPE, chez nos artisans, dans nos PME ou dans notre industrie. Oui, pour nous, c'est le travail qu'il faut réhabiliter, en libérant les énergies, en abandonnant cette masse de normes qui entravent les chefs d'entreprise, les indépendants, les agriculteurs, les professions libérales. L'urgence commande aussi de baisser le coût du travail et, naturellement, de faire sauter le verrou des 35 heures qui tire le pays vers le bas depuis 20 ans. La France
ne sortira pas du piège du chômage et ne reviendra pas à une grande nation industrielle si elle ne travaille pas davantage. Votre bilan, c'est aussi le cercle vicieux de la dette, du déficit et de l'impôt. Des impôts confiscatoires que vous avez concentrés avec méthode, avec cynisme même, sur les classes moyennes. Les classes moyennes qui ont subi la surconcentration de l'impôt, la baisse du quotient familial, la suppression des allocations familiales, la fiscalisation absolument inique des complémentaires de santé. Vous ne leur avez rien épargné. Vous en avez même poussé certains vers les extrêmes, en niant cette évidence que les Français ne supportent plus que le fruit de leur travail soit confisqué au moment même où les vannes de l'assistanat sont ouvertes en grand, avec le RSA, la CMU, l'AME, le tiers payant généralisé. Notre devoir demain sera de rétablir une égalité de traitement. Ce sera de récompenser le travail de celles et ceux qui produisent de la valeur ajoutée et qui rendent notre pays plus riche. En un mot, ne pas toujours prendre aux mêmes pour donner à ceux qui profitent du système. Notre devoir, ce sera de rompre avec le matraquage des familles. Cette politique volontairement anti-famille, tellement brutale qu'elle commence déjà à avoir des effets négatifs sur la natalité. Oui. Mes chers collègues, vous ne pensez pas quand même que Christian Jacob allait soutenir le gouvernement? Bon, donc, retrouvez un peu de calme. Monsieur Denaja, allez. Comprenez-nous bien, Monsieur le Premier ministre, ce qui nous sépare irrémédiablement, c'est que nous pensons que les enfants, tous les enfants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu d'origine, ont les mêmes droits et qu'ils sont la richesse de la France de demain. Nous rebâtirons une politique familiale juste qui n'oublie aucun de ces enfants de France. Votre bilan, c'est également une politique du logement incohérente et dangereuse qu'il faudra reprendre de fond en comble après la chute brutale de la construction à partir de 2013. Tout a été fait en dépit du bon sens. Les secteurs du bâtiment, de la construction, des travaux publics ont durement souffert de votre aveuglement. Aveuglement idéologique, avec la loi Duflot, qui a pointé les propriétaires comme des privilégiés, alors que nous savons tous que pour avoir des logements à louer, il faut des propriétaires qui investissent. Au lieu de les stigmatiser, il faut les remercier et les encourager. Aveuglement avec une baisse insupportable des dotations aux collectivités locales, qui a pesé et qui pèse lourdement sur l'investissement public. Votre réforme des collectivités n'a consisté qu'en une pression budgétaire sans aucun discernement. Vous auriez été bien inspiré de faire confiance aux communes de France, dont les maires sont plus que jamais la véritable colonne vertébrale de notre République. Vous auriez été bien inspiré aussi de ne pas supprimer le conseiller territorial, qui était le pas en avant intelligent vers le rapprochement département et région. Il nous faudra très vite remettre de l'ordre dans le désordre territorial que vous avez créé. Un mot évidemment, parce que cela devait être là aussi un marqueur du quinquennat de François Hollande sur l'éducation nationale. J'ai parlé de l'apprentissage, mais que dire du bilan des 3 ministres qui se sont succédé, messieurs Peillon, Hamon et madame Belkacem? L'avenir dira sans doute qu'ils ont formé le pire trio des ministres de l'éducation de notre histoire. Car ils ont mené une politique dogmatique sur la réforme des rythmes scolaires qui est un véritable fiasco pédagogique, dogmatique sur la réforme des collèges avec un affaiblissement des disciplines fondamentales, les maths, le français, l'histoire géo, au profit d'enseignements et de pratiques interdisciplinaires qui ne sont qu'une supercherie. Tous les professeurs de collège nous le disent. Dogmatique enfin sur les nouveaux programmes, notamment ceux d'histoire. Nous risquons vraiment, et je le dis avec gravité, de creuser un fossé entre nos enfants et l'histoire de leur pays dont des pans entiers seront occultés.
Non, Monsieur le Premier ministre, la France et les Français, tout particulièrement les plus jeunes, n'ont pas à s'excuser d'être les produits d'une civilisation judéo-chrétienne. Ils n'ont pas non plus à s'excuser d'être les enfants de l'esprit des Lumières. Ils n'ont pas à s'excuser d'être les héritiers d'une République indivisible et laïque où le communautarisme n'a pas sa place. Vous n'avez pas le droit de travestir, de dissimuler l'histoire de France quand elle ne correspond pas à vos valeurs de gauche. Monsieur Goldberg, s'il vous plaît. C'est une faute lourde et il nous reviendra avec la future majorité de mettre fin à cette dérive idéologique et de remettre l'Église au milieu du village. Le bilan politique de François Hollande est indéfendable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le bilan politique de François Hollande est indéfendable. D'ailleurs, personne, ni même lui-même, ne le défend. Personne ne défend non plus son bilan éthique de celui qui avait osé, sans gêne, de dire « Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ». En la matière, ce quinquennat a été une farce tragicomique, de l'affaire Cahuzac à des ministres victimes de phobie administrative, et peut-être que l'on n'a pas tout vu. Et je n'évoquerai pas, outre mesure, les 100 dents, le scooter d'un président inconscient dans ses comportements, mademoiselle Léonarda et tout ce qu'un président bavard n'aurait jamais dû dire, notamment en qualité de chef des armées. Je dirais simplement à tous les membres du gouvernement qui sont encore ici, ils ne sont pas très nombreux, à 5 mois du clap de fin, que vous avez un mérite infini de soutenir encore un chef de l'État qui a perdu les Français, qui a perdu son propre camp, qui a perdu sa majorité parlementaire, avec pour la première fois sous la Ve République un groupe majoritaire qui s'est fracturé en deux. Dans quelques minutes, vous ne recevrez, Monsieur le Premier ministre, sans doute qu'une petite confiance, qu'une confiance rétrécie d'une assemblée de gauche qui attend fataliste et résignée sa chute programmée. Monsieur le Premier ministre, vous ne serez pas plus que Monsieur Valls, le chef de la majorité, car pour cela, il faudra encore qu'il y ait une majorité. Vous serez seulement, pour la postérité, le plus éphémère des chefs de gouvernement de la Ve République. Celui qui va emmener les siens à la débâcle et qui sera, je vous le prédis, plus rude que celle de 93. Personne ne peut parier que vos députés ici sur ces bancs seront plus de 70 dans 6 mois. Le temps de l'alternance approche, le temps d'une rupture profonde, d'un changement qui permettra à la France d'être vraiment présidée, qui permettra à la France d'être vraiment gouvernée. Le temps tout simplement de la grande alternance que rend possible l'extraordinaire légitimité populaire de François Fillon. C'est à cet objectif, l'élection de François Fillon à la présidence de la République, que nous allons désormais travailler de toutes nos forces pour lui, pour l'élection de la grande majorité parlementaire qui gouvernera demain notre pays et par-dessus tout pour la France. Merci, Monsieur Jacques.